C'est bien. Tonton. Oui. J'avais une maman qui chantait beaucoup. Elle chantait les airs à la mode et puis les airs d'opéra. Ça me laisse un souvenir inoubliable. Je crois que c'est la première approche vraiment de la musique. Et alors, comme j'avais des parents et des grands-parents qui faisaient partie des sociétés d'amateurs, ils répétaient leurs traits, leur musique, ils faisaient leur gamme. Et donc, voilà, c'est comme ça que la musique est entrée dans mon esprit. Et puis, vers l'âge de 7 ans, on m'a envoyé à l'Académie de musique apprendre le solfège. Et quel est l'instrument que vous avez travaillé à l'Académie? J'avais porté mon dévolu sur la clarinette parce que c'était un instrument qui jouait la mélodie, qui était plus intéressante que l'accompagnement. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait toute l'académie comme ça jusqu'au bout. Alors vous êtes entré ensuite au conservatoire, j'imagine, en tant que clarinettiste. Ah non, au conservatoire, je suis rentré comme corniste. Parce qu'entre-temps, j'avais changé d'idée. J'avais estimé que, bon, la clarinette, c'était bien, mais d'abord, il y en avait beaucoup. Et les cornistes, il y en avait très peu. Alors comment avez-vous justement goûté d'abord à la direction et puis, j'imagine, à l'écriture? Oui, sauf que c'est en sens inverse. C'est d'abord l'écriture. J'ai toujours été intéressé par le fait de créer, de façonner, de construire. Donc l'écriture a été vraiment le but principal. Mais comment faites-vous justement pour trouver l'inspiration dans la composition quand l'on voit déjà tout ce qui a été écrit dans l'histoire de la musique classique? La première chose, c'est d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Ce qui vient. Évidemment, après, on l'enrobe dans tous les artifices de la technique musicale et de l'écriture. Mais la première idée est quand même la plus importante. Quand Beethoven a écrit sa 5e symphonie, il y a 4 notes, quoi. Et puis là-dessus, il construit un monument. Bon, c'est de l'acquis, c'est du travail, c'est la musique qu'on apprend pour habiller la fille. Mais le point de départ, c'est quand même l'idée. Et cette idée-là, ben, elle vient ou elle ne vient pas. Mais quand elle vient, il faut avoir le courage et l'audace de la présenter telle qu'elle est. Et ce n'est pas au compositeur à décider si ça va plaire au public ou non.
Mais il n'y a pas de complexe ou de crainte quand on voit justement cette histoire de la musique avec tant d'œuvres, tant de styles de musique différents. C'est peut-être présomptueux, mais je crois que non. Pour moi, pas. Et la meilleure preuve, c'est que les gens qui font de la mélodie actuellement, qui osent écrire des choses qu'on a dit, oh oui, mais on a entendu ça, Bach a fait ça 100 000 fois, et ainsi de suite, c'est que cette musique-là, qui plaît au public, se trouve dans la musique de variété. Cette musique de variété où, par exemple, dans les comédies musicales, ce sont des thèmes superbes que les gens adorent, dont ils achètent les disques. Pourquoi on ne peut pas le faire dans la musique classique pure, dite sérieuse, parce qu'on a des sociétés d'auteurs où ça s'appelle la musique sérieuse, c'est-à-dire la musique où on s'ennuie. C'est pas ça la musique classique. Et donc vous trouvez qu'il y a tout de même une forme de snobisme alors dans la musique classique? C'est peut-être notre faute, hein. Ce sont les musiciens qui ont fait de ça une espèce de cadre rigide où il est difficile de faire entrer les profanes. Je crois qu'on s'est complètement planté là. Hein. Ouais. Il faut écrire la musique classique comme on écrit la musique de variété. Les musiques de film également qui fonctionnent très bien en ce moment. Les musiques de film, évidemment. Les grands compositeurs, on connaît maintenant les grandes œuvres au cinéma. C'est là que se trouvent les grands compositeurs. Je dis quelque chose d'extrêmement dangereux et de méchant, mais c'est vrai qu'ils sont là. Et en plus, ils se font beaucoup d'argent avec cette musique-là. Et puis, le public aime. Ben, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Et pour écrire de la musique une super production, il faut un vrai compositeur. Hein. Et les orchestres belges jouent-ils beaucoup d'œuvres belges? À ma connaissance, non. Et pourquoi? Je ne peux répondre que par un grand silence. Pourquoi? Parce qu'ils ne les mettent pas au programme. Pourquoi ne les mettent-ils pas au programme? Parce qu'ils trouvent que ça n'attire pas assez de monde, parce que c'est pas assez promotionné, parce que ils n'ont pas d'amis dans les compositeurs belges. Oui, tout ça est bon. Moi, j'ai entendu dire des tas de choses comme ça de la part d'intendants ou de directeurs administratifs. Comme par exemple, oui, mais si je vous joue, alors je suis obligé de jouer. Demain, il y en a 50 qui viennent. Mais est-ce qu'on ne peut pas demander à ces gens-là de prendre des responsabilités, de dire ça, c'est une œuvre que nous allons jouer, nous allons le travailler avec l'orchestre et on verra bien.
il faut quand même pas oublier que les grands orchestres et les grands opéras sont payés par le contribuable. Hein. Il y a quand même un rôle à jouer, comme l'orchestre de la radio joue un rôle extraordinaire qui a mis tous les compositeurs par terre, à plat, morts pour des années. Hein. Parce que moi, comme jeune compositeur, toutes mes œuvres orchestrales, je dis bien toutes, hein, toutes, ont été jouées et créées à la RTB. C'est malheureux que certaines personnes ont trouvé bon de faire disparaître cet orchestre. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est que je les ai entendus jouer. Oui. Parce qu'on compose, mais on n'a pas d'orchestre devant soi. Évidemment. Bon, alors, à partir du moment où on a écrit une œuvre et qu'elle est prise en charge par un organisme d'État ou peu importe, mais ici principalement, qui était à la disposition des compositeurs et des interprètes aussi. Et des interprètes aussi. Et on entend son œuvre enfin créée. Oui. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Là, c'est une bêtise. Ça, je ne ferai plus jamais, ainsi de suite. Mais ça, c'est la meilleure école de la composition. Bien sûr. Il n'y en a pas d'autre. Et bien alors, la direction d'orchestre est venue beaucoup plus tard? La direction d'orchestre est venue aussi par le fait qu'il y a des sociétés d'amateurs qui cherchent toujours, qui sont toujours à la recherche de quelqu'un qui peut les mener, qui ont quelque chose à dire, qui ont des connaissances musicales approfondies. Et donc j'avais commencé par diriger une société symphonique, cette fois-ci, d'amateurs, qui me permettait de faire le métier de chef d'orchestre, c'est-à-dire de mener des musiciens vers une conception que je m'étais faite d'une œuvre. En fait, c'est ça. Je n'aime pas tellement subir le diktat des autres, j'aime autant faire le contraire. Et donc, puisque j'étais dans cette société amateur et que j'étais un parmi les éléments qui étaient là, qui avaient le plus de possibilités d'apporter quelque chose aux musiciens, ils m'ont dit, écoute, viens, c'est toi, et on m'a poussé vraiment à prendre la direction. Merci. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais le problème, tu vois, c'est que on presse dans les basses parce que tu n'as pas suivi depuis le début exactement le tempo que tu as voulu. Alors, le problème vient du fait que cette partition n'est probablement pas assez mémorisée. Première chose. Deuxième chose, on part piano. C'est un extrait d'un opéra de Mozart où la musique vient de loin, et puis les gens arrivent petit à petit et on se retrouve dans la fête. Donc on joue trop fort au début. À partir du moment où il y a un forté, il n'y a rien qui vient dans ta gestique, parce que évidemment on est parti à 4 temps, mais je dirais bien que n'importe qui, quel élève musicien à l'académie peut battre à 4 temps comme ça du début jusqu'à la fin. Donc il faut y apporter quelque chose. D'autre part, il y a toute la rythmique qu'on a oubliée. Il y a le tiram, 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 je ne vois rien dans la gestique non plus. Donc, ça provient du fait que tu regardes beaucoup trop ta partition et pas assez tes musiciens. Et quand pendant 3 ou 4 minutes, le chef ne regarde pas ses musiciens, ils ne sont plus concernés. Ils jouent des notes très bien, bravo, mais c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui passe comme sentiment. Continuons. Le trois quarts le menuet. Excuse-moi, mais ça, c'est pas un début de chef d'orchestre qui a pris sa décision. C'est bam, et puis on repart. Stop, stop. Et on arrête, parce que quand tu arrêtes le mouvement, on arrête de jouer. Pas trop vite. Le problème, c'est qu'on a affaire devant un orchestre à ce qui ne se passe nulle part ailleurs, c'est-à-dire une concentration de l'entreprise totale, générale, tous les jours. Si vous dirigez un orchestre de 85 musiciens, du lundi au vendredi, les 85 sont là. Même ceux qui n'ont pas envie de jouer ce jour-là, hein, ils sont là.
Et comment vous y prenez-vous alors? Ça, c'est tout le problème de la direction d'orchestre, finalement. C'est la psychologie, c'est la façon d'intéresser les gens. Et la première façon d'intéresser les gens, c'est de connaître sa musique, d'avoir une idée sur la partition, d'avoir quelque chose à faire sortir de ce que nous pensons, chef d'orchestre, de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Il faut bien dire la vérité. Il y a des moments où le chef d'orchestre se plante royalement et l'orchestre s'ennuie. Il y a des moments comme ça. Mais alors, il y a à côté de ça des moments fulgurants où pendant 10 minutes, c'est le paradis sur Terre. Parce que tout fonctionne bien. Tout ce qu'on a demandé fonctionne. Les gens sont attentifs. Les regards sont tournés. Il n'y a personne... il n'y a pas d'obstruction. Enfin, c'est un métier prenant. Merci. Pas mal? C'est pas mal tout ça. Donc, tu vois, il faut bien rentrer dans la structure. C'est ça, oui. Non seulement des notes, mais surtout du rythme. Parce qu'on s'imagine toujours que chez Mozart, il n'y a pas de rythme, il y a beaucoup de rythme. Toutes ces contretemps à l'alto, pam, pim, pam, pam, pam. C'est ça l'intéressant de la musique. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut diriger, évidemment aussi. Il faut donner les impulsions. Attention, prends le bon tempo maintenant et sois bien attentif à ce qu'on ne presse pas ailleurs. Excuse. Une toute petite seconde, excusez-moi encore, hein, mais enfin, comme ça, ce sera bien en place. Il y a au deuxième temps, sur la deuxième croche du deuxième temps, un départ qui n'est pas ensemble. Pourquoi? Parce que tu ne t'en mêles pas. Il ne suffit pas de lancer et puis de laisser aller. Pam, pam, pam. Ah oui. D'accord. Pam, pam. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'arrêt. Alors, l'orchestre, le musicien de l'orchestre ne sait pas où il faut placer sa croche. Tandis que si, pam, pam, pam. D'accord. Tanning, pam, pam. Ouais. Et si je m'arrête de trop, ça ne va pas faire un problème pour... ça ne va pas faire un problème parce que lui, sait bien ce qu'il doit jouer. Ok, d'accord. Par rapport au travail que vous faites évidemment avec l'orchestre, vous devez également faire attention aux susceptibilités, ou ça, à la limite, ça prend une part secondaire dans le travail? Susceptibilité, bien sûr, des musiciens d'orchestre. Oui, mais je pense que quelqu'un de poli, d'aimable et qui demande des choses, même si elles sont difficiles et qu'elles sont justifiées et raisonnables pour faire avancer la musique, je pense que les susceptibilités viennent souvent de personnes qui méprisent les autres. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer évidemment d'entraîner dans son sillage. Et pour ça, il faut être d'abord correct, poli, s'adresser gentiment, fermement, mais gentiment. Enfin bon, c'est pas spécifique à la direction d'orchestre, ça, c'est tous les chefs. Un directeur d'école, c'est la même chose. S'il prend le personnel à revers, évidemment, ça ne marchera jamais. Ça, c'est le bon tempo. Là, on l'a. Très souvent, les musiciens, je ne parle pas des compositeurs maintenant, mais le monde de la musique est un monde qui s'entre-déchire. On a toujours intérêt à être présent parce que dès qu'on a tourné les talons, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de méchant. Ça, c'est désolant. C'est ça qui démolit tout le système culturel et notamment musical en Belgique. Nous sommes nos propres ennemis, en fait. Évidemment. Bien. Merci beaucoup. C'est bien, très bien. Maintenant, quel serait votre choix entre la direction d'orchestre, la composition ou la pédagogie? D'abord, point principal, premièrement, la composition. Sans composition, sans composition, il n'y a plus de musique. Évidemment, enfin, vous pouvez toujours jouer la musique des autres. Oui, bien sûr. Enfin, il faut quand même créer de la musique de son temps, même si ce n'est pas de l'avant-garde. Bien sûr. Bon, la deuxième chose, c'est évidemment la direction d'orchestre. Mais la direction d'orchestre entre dans un autre ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour
pour montrer... Enfin, c'est toujours dangereux de parler parce que on va dire, oh, il est prétentieux. Mais non, mais c'est toujours pour essayer d'apporter quelque chose, de montrer, d'améliorer, d'avoir... Quand on a un petit pouvoir comme celui de chef d'orchestre, c'est pour essayer de faire avancer les choses. C'est pas pour sa gloire personnelle, moi j'en ai rien à cirer, bah, surtout pas à mon âge. Alors là, on revient sur un autre problème, l'enseignement. L'enseignement est nécessaire. Mais c'est bon et c'est mauvais à la fois. C'est bon parce qu'il faut transmettre les connaissances et il faut les transmettre le mieux possible dans les meilleures conditions, avec les meilleures écoles et les meilleurs programmes et les meilleurs subsides, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Mais c'est mauvais parce que les musiciens sont obligés de faire de la musique pécuniaire. Pour gagner sa vie en Belgique comme musicien, à part quelques rares exceptions, il faut être enseignant. Parce que quand on est enseignant, on a une fonction, on est payé, le traitement arrive tous les mois, il y a une belle pension à la fin, et ainsi de suite. Et ça prend un temps infini sur tout le reste. Les jeunes interprètes sont coincés parce que, il est 3h30, il faut que je parte pour aller donner 3 heures de cours à Outsiplou, les Bains-de-Pied. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Bon. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir justement transmettre le savoir à la nouvelle génération. Bien sûr, mais il ne faut pas rentrer dans le cadre de l'enseignement structuré où on ne peut plus déplacer de cours par-ci. Oui, c'est vrai que c'est souvent le cas. Bon, comment on va faire une carrière? Oui, bien sûr. Que ce soit de chef d'orchestre, de compositeur, de n'importe quoi. Quand je suis invité à aller diriger à l'étranger, du temps où j'étais professeur au conservatoire, il fallait s'arranger avec la direction. Et on pouvait s'arranger avec la direction. Ça devient de moins en moins facile. Parce que nos organismes sont maintenant dirigés par des gens qui sont plutôt fonctionnaires qu'artistes. À partir du moment où l'interprète respecte les notes, je ne dis pas le texte, les notes, donc on ne joue pas des notes fausses par rapport à ce qui est écrit. La justesse. Oui, et la bonne note au bon moment. Tout le reste, c'est de l'interprétation, c'est permis. Il n'y a rien qui est coulé dans le bronze. On n'a jamais dit il faut jouer ça. Comme Stravinsky avait dirigé ses œuvres, on les a dirigées après lui d'une façon extraordinaire. Oui. Extraordinaire. On a pris des libertés, on va même faire la même chose dans les symphonies de Beethoven. Ça apporte quelque chose parce que l'époque n'est plus la même, par exemple.
parce qu'un interprète a une autre vision d'un tel passage et qu'il le montre. On a eu dans l'émission, par exemple, Marc Groel. Marc Groel interprète ma musique, je dirais, ce n'est peut-être pas comme ça que j'avais pensé qu'il fallait le jouer. Mais comme je ne sais pas jouer de la flûte, et lui bien, et qu'il sait intéresser son public en racontant l'histoire de mon œuvre à sa façon, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut de plus à un compositeur ?